OK, je vous donne le go. C'est tout bon. C'est tout bon. Bah, Isabelle, je te laisse peut-être te présenter. Bien sûr. Donc Isabelle Prunier, donc je suis expert comptable chez Nextinxo et spécialisée dans l'économie sociale. Voilà, donc j'accompagne avec plaisir ces structures dans le cadre comptable, juridique, puisqu'on a des spécialistes en matière juridique, fiscale également. Voilà, je te laisse la main, Christian. Merci. Pour ma part, Christian Serpeau, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Je suis localisé à Nogent-sur-Marne, en région parisienne, tout comme Isabelle Prunier. Et je co-anime sur le plan national le secteur consacré à l'économie sociale. Dans le cadre de ce webinaire s'inscrit comme d'autres ont pu avoir lieu et d'autres auront lieu à l'avenir. Donc l'objectif de ce webinaire est de vous partager en fait nos expériences sur le suivi des fonds de dotation que nous gérons à travers des réponses à des questions qui nous ont semblé importantes d'aborder pour éviter certains risques, notamment en matière d'organisation, en matière de fiscalité et de suivi du fonds de dotation. À l'issue de cette présentation, vous pourrez poser vos questions pour aborder d'autres points ou compléter les points que nous pourrons aborder lors de ce webinaire. Mais avant tout, on voudrait quand même faire quelques rappels de points essentiels sur les fonds de dotation, caractéristiques qui vont être le point de départ des zones de risque que nous avons identifiées. Isabelle, je te laisse présenter en quelques mots les caractéristiques. Très bien, donc effectivement, c'est important, je pense, de faire un petit rappel sur les fonds de dotation. Déjà, qu'est-ce qu'un fonds de dotation? Puisque c'est une structure, même si elle date de 2008, on a toujours cette interrogation, à quoi va me servir ce fonds de dotation à côté d'une association ou par une personne physique? Donc vous avez ici sur ce slide la définition en fait du fonds de dotation qui a été mise en œuvre par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, donc comme je le disais depuis maintenant 15 ans. Donc le fonds de dotation, c'est une personne morale qui a bien sûr vocation à favoriser le mécénat. Et donc c'est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui, du fait de ses revenus, va permettre en fait de réaliser une œuvre ou une mission d'intérêt général, soit en redistribuant directement à une association, soit au contraire de réaliser elle-même cette mission d'intérêt général. Voilà, donc c'est juste à titre d'information, il y a aujourd'hui, et en 2021 notamment, plus de 4000 fonds de dotation. Donc on voit qu'aujourd'hui, on a quasiment un fonds de dotation par jour qui se crée. Donc je pense que c'est important de voir un petit peu le quotidien de ces fonds de dotation aujourd'hui. Alors, quelques caractéristiques du fonds de dotation. Donc, vous avez une présentation assez succincte ici, mais qui récapitule très bien en fait la définition que je viens de vous indiquer. Je vais passer à commencer. la diapositive suivante, Isabelle, en même temps. Excusez-moi. On voit les caractéristiques? C'est ça. Très bien. Donc l'intérêt général, comme la définition le précise, le point le plus important, puisque pour qu'un fonds de dotation puisse être créé et pour pouvoir fonctionner, il doit suivre cet intérêt général, donc avec une gestion désintéressée. Il peut détenir ce fonds de dotation tout type de biens. Ça peut être des biens meubles comme des biens immeubles. Donc ça, c'est important pour savoir ensuite quelle destination et quel objet social vous allez avoir dans ce fonds de dotation. Ensuite, et on le verra dans les risques, vous avez tout type de ressources. Donc le fonds de dotation peut avoir des ressources privées sauf publiques. On en parlera après. Le fonds a une grande capacité juridique, donc c'est-à-dire qu'il peut recevoir des dons et des libéralités, tels que les legs. Donc, je pense que beaucoup d'associations vont aussi vers le fonds de dotation dans le cadre de cette grande capacité juridique pour recevoir des legs, par exemple, de bénévoles ou de familles. Et puis enfin, la dotation pérenne ou consomptible. Christian va présenter ce point-là dans le prochain slide. Mais important, on peut soit utiliser la dotation, soit au contraire utiliser uniquement les fruits de cette dotation.
Voilà, donc cette présentation est très succincte, mais permet de récapituler les caractéristiques. Peut-être un petit complément sur la grande capacité juridique, hein, ce qui fait l'attrait du fonds de dotation, c'est, comme Isabelle l'a dit, la possibilité de recevoir des legs, des dons sous toutes leurs formes, à l'exception des dons qui donnent droit à un avantage fiscal en termes d'IFI, puisque c'est la seule, je dirais, contrainte par rapport à un fonds de dotation qui ne peut pas recevoir des dons dans le cadre de l'IFI. Cette disposition est réservée aux fondations. D'où le grand intérêt des fonds de dotation qui peuvent recevoir quand même une large panoplie de ressources. Donc, comme l'a dit Isabelle, une des caractéristiques du fonds, c'est dans sa gestion. Donc, on va avoir trois natures de gestion du fonds possibles. Les fonds de dotation dits opérationnels, c'est lorsque les fonds de dotation se dotent eux-mêmes d'une organisation propre pour pouvoir réaliser les actions. Ça peut être du personnel notamment, hein. Un fonds de dotation peut très bien avoir des salariés et réaliser eux-mêmes les actions pour lesquelles le fonds de dotation a été créé. Les fonds de dotation relais ou dits redistributeurs, hein, c'est la terminologie que vous entendrez le plus souvent, ce sont des fonds de dotation qui perçoivent donc les dons, les libéralités et les legs, mais ne réaliseront pas l'action eux-mêmes, feront réaliser toutes les actions par d'autres structures, elles-mêmes redevables de l'intérêt général pour pouvoir effectuer les actions qui sont prévues. Mais rien n'interdit non plus d'avoir un fonds de dotation qui soit à la fois opérationnel et redistributeur pour des actions qu'ils ne peuvent pas gérer eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle des fonds mixtes, donc c'est-à-dire à la fois opérateurs et redistributeurs. Alors la dotation, c'est un élément véritablement indispensable dans la logique de l'organisation et de la construction de l'ensemble du fonds, puisqu'on va avoir des contraintes juridiques et fiscales par rapport à cette nature. Par définition, un fonds de dotation a une dotation non consomptible, c'est-à-dire que le patrimoine qu'il va recevoir pour réaliser ces actions, vont être non consomptibles, c'est-à-dire ne pas pouvoir être consommés. Ce seront seuls les revenus qui vont être utilisés pour pouvoir réaliser les actions. Donc, vous voyez bien la partie importante, je reçois de l'argent, je ne peux pas y toucher. Seuls les fruits de placement ou des revenus, s'il s'agit d'immeubles, vont pouvoir financer les actions futures du fonds de dotation. Par définition, un fonds de dotation et l'origine de leur création ont une dotation non consomptible. On le verra dans les questions pour savoir comment on peut distinguer. On peut également avoir des fonds de dotation à dotation consomptible. C'est de plus en plus le cas compte tenu des marchés financiers. Et là, le patrimoine peut être consommé pour pouvoir réaliser les actions et l'accomplissement de son objet. Donc, vous voyez bien la différence. Dotation consomptible, je ne peux pas consommer cette dotation. Et les revenus futurs, on verra comment ils peuvent être y associés. Et les dotations consomptibles pour lesquelles des règles de consommation sont prévues. Donc ça, il faut toujours avoir ça en tête pour la gestion de son fonds de dotation. Alors, sur Inexinso, nous avons un site dédié sur l'économie sociale et vous voyez vous pourrez télécharger nos guides et les articles concernant ces fonds de dotation parce qu'il y a beaucoup de littérature. Le point est suffisamment important pour y consacrer beaucoup de choses. Justement, sur le plan juridique, on va évoquer quelques cas pratiques. Isabelle, je te laisse la main pour présenter les premiers. Alors oui, on a préféré donc illustrer un petit peu par des cas pratiques. Ça permet d'avoir des idées sur ce qui peut nous arriver, puisqu'effectivement, ce n'est pas le tout de créer. Ensuite, il y a toute la partie juridique, fiscale et administrative qu'on verra via ces expériences qu'on a pu avoir avec nos clients. Alors, le premier risque donc, juridique, c'est un risque de mauvaise rédaction des statuts. Donc là, on a pris le cas d'une association qui décide de créer son fonds de dotation. Donc là, jusque-là, tout va bien. Et rédige seule les statuts constitutifs. Elle décide de nommer l'entité Fondation Éclat
et prévoit une assemblée générale qui sera bien sûr l'organe de décision. Alors la question qu'on se pose tous quand on lit ce cas pratique qui paraît, pour les personnes qui ne connaissent pas très bien, simple, sauf que derrière se cache un certain nombre de problématiques, puisque les fonds de dotation ont des statuts bien particuliers. Donc, bien entendu, comme les associations, les statuts sont librement rédigés, donc ça permet d'être assez flexible dans le fonctionnement de la structure. Par contre, vous avez un certain nombre de clauses obligatoires et spécifiques au fonds de dotation. Donc, ce n'est pas du tout une duplication de ce que vous pouvez retrouver pour des statuts d'une association. Bien au contraire, vous avez des clauses particulières telles que, et Christian l'a parlé tout à l'heure, rien que savoir si la dotation est consomptible, ça doit faire l'objet en fait d'une mention particulière dans les statuts. Alors, dans le cas cité, on retrouve le mot fondation éclat. Fondation, donc ce terme est interdit puisqu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame entre la fondation et le fonds de dotation, puisque c'est deux notions juridiques différentes et donc deux personnalités. Donc ce terme est interdit. Par contre, un certain nombre utilisent le mot anglais, donc foundation, pour utiliser en fait la personnalité d'un fonds de dotation, mais via ce terme. Alors également, dans le cas cité, vous aviez la notion d'assemblée générale. Et on le retrouve même pour des structures qui ont rédigé accompagné d'un avocat ou d'un juriste. On retrouve sur un certain nombre de documents ce terme assemblée générale. Attention, il n'y a pas d'assemblée générale dans les fonds de dotation. Seul un conseil d'administration qui doit être composé d'au moins 3 membres doit faire l'objet donc d'une mention dans les statuts et qui doit être donc l'organe statutaire et donc l'organe de décision. Donc une très grande vigilance par rapport à la rédaction des statuts et je vous invite vivement à vous faire accompagner lors de la création de ce type d'entité. Alors, un autre risque, c'est l'oubli de verser la dotation initiale. Donc là, pareil, un cas pratique qu'on rencontre également encore aujourd'hui, mais qui est un petit peu dans le rétroviseur des préfectures. Vous avez des fonds de dotation qui se créent et qui n'ont pas de dotation initiale à la clôture de l'exercice comptable. Donc, par exemple, là, vous aviez un fonds de dotation qui était créé le 2 juin 2020 et dans les comptes 2021, la dotation initiale n'avait toujours pas été versée. Alors, à titre d'information, mais peut-être qu'un certain nombre d'entre vous le savent déjà, la dotation initiale est de minimum 15 000 €. Donc, bien entendu, cette dotation est prévue dans les statuts. Elle a été rendue obligatoire, cette dotation, en 2014, donc plus récemment que la création des fonds de dotation, puisqu'à l'époque, en 2008, il n'y avait pas cette obligation de verser en numéraire par les fondateurs ces 15 000 €. Alors, je le disais à l'instant, ces 15 000 € doivent être versés par les fondateurs. Donc, c'est-à-dire qu'une association qui souhaite créer, par exemple, un fonds de dotation doit verser sur ses fonds propres cette dotation initiale. Donc, il n'y a pas non plus d'obligation que la dotation soit versée immédiatement. Elle peut se faire sous forme d'échéancier et qu'au final, on retrouve 15 000 €. Un donateur ne peut pas du tout verser cette dotation. Il faut vraiment que ça soit d'un fondateur. On ne doit pas requalifier un don en dotation initiale. Donc, toutes ces inobservations que je viens de citer, et notamment le non-versement de cette dotation initiale, constituent un dysfonctionnement grave. Et d'ailleurs, vous avez déjà eu le cas d'un fonds de dotation qui a été sanctionné avec une suspension d'activité. Donc, c'était le fonds Ellipse, pour le nommer, qui a été repris par la préfecture en indiquant qu'il n'avait pas respecté en fait ses obligations de versement et donc cette obligation juridique. Donc, vigilance, puisque encore aujourd'hui, on voit un certain nombre de fonds de dotation qui ne pensent pas forcément à ce versement de 15 000 €. Qui est un minimum. Si dans Et la un logique minimum, du effectivement. fond, la dotation est supérieure, pensez bien qu'il faudra bien libérer cette dotation. Tout à fait. Vous pouvez, par exemple, juste pour étayer ce que vient de dire Christian, vous pouvez avoir des fonds de dotation qui ont une dotation de 100 000 €, par exemple. Il n'y a aucun souci. Ça permet aussi de mettre en évidence
une volonté bancaire ou autre, donc c'est tout de suite une garantie. Troisième risque, et je laisserai ensuite la main à Christian, c'est qu'est-ce qui se passe justement si on consomme cette dotation initiale. Donc là, on a un cas pratique avec un fonds de dotation qui souhaite utiliser la dotation initiale pour financer ses projets. Par contre, les statuts n'avaient pas du tout indiqué que la dotation était consomptible, puisque Christian l'a dit au démarrage, vous avez en fait l'absence d'indication dans les statuts entraîne une dotation non consomptible. Donc, s'il n'y a pas d'indication précise dans les statuts, si vous consommez la dotation initiale, ça veut dire que vous n'êtes pas dotation non consomptible, mais au contraire consomptible, et ça peut entraîner un dysfonctionnement grave du fonds de dotation et une consommation irrégulière de la dotation initiale. Donc là, vous avez donc une précision, puisque c'est important, les dons reçus par un fonds de dotation sont obligatoirement affectés à la dotation, sauf si vous faites appel à la générosité du public. On le verra un petit peu après. Il faut savoir que si un fonds de dotation fait appel à la générosité du public et se lance dans des campagnes d'appel, il a l'obligation de faire donc une déclaration aux préfectures pour permettre cet appel à la générosité du public et du coup entraîner non pas une augmentation de ses fonds propres, mais au contraire de ses recettes annuelles. Voilà, donc je rappelle, cette dotation initiale ne peut pas être consommée si vous êtes un fonds de dotation non consomptible. Le cas qu'on rencontre le plus souvent, c'est lorsque les fonds de dotation viennent de se créer. La première année, souvent, lorsqu'il n'y a pas forcément de dons ou de legs reçus, vous risquez de consommer votre dotation de 15 000 €. Donc là, il faut être très vigilant et notamment aux réponses apportées à la préfecture pour montrer en fait que c'est un caractère exceptionnel et que voilà, l'année suivante, vous aurez une activité normale. Je te laisse la main, Christian, sur le risque Oui, sur les risques financier. financiers, peut-être pour conclure un peu sur le risque juridique, surtout la construction juridique du fonds de dotation doit vraiment répondre à la logique même du fonds de dotation et aussi au projet que vous avez en perspective, parce que de la consommation de la dotation ou non va dépendre de l'organisation, du fait opérationnel ou non va dépendre de la rédaction de vos statuts. Sur l'organisation, on peut avoir aussi un règlement interne dans les fonds de dotation, ça c'est pas interdit. Donc il faut vraiment penser votre projet en amont pour pouvoir éviter des écueils, ne serait-ce que, comme le disait Isabelle, créer son fonds de dotation avec une dotation non consomptible et du coup se retrouver avec un résultat déficitaire, puisqu'on ne peut pas basculer d'un simple claquement de doigts d'une dotation non consomptible à une dotation consomptible. Ça peut être également prévu dans les statuts. Donc il faut voir tous ces aspects-là au moment de la rédaction des statuts. Voilà, en 2 mots sur les risques financiers. Un autre cas pratique pour l'exemple, donc un fonds de dotation décide de construire un immeuble à hauteur de 5 millions d'euros et demande à la région de verser une subvention de 2 millions d'euros. Le fonds s'adresse aussi à sa banque sur un plan d'investissement et de financement de ce montage. Donc, on vous l'a dit dans la présentation, la question c'est de savoir si un fonds de dotation peut recevoir des fonds publics. Donc, ça a été dit par Isabelle, les ressources du fonds de dotation sont excessivement larges, plus larges qu'une simple association de loi de 1901. C'est la possibilité d'avoir des dons manuels, du mécénat d'entreprise, des donations, des legs, mais il faut pour cela éviter tout ce qui est apport de fonds publics et quelle que soit la nature des fonds publics que le fonds de dotation va avoir, que ce soit sous forme de subventions d'investissement ou d'aide publique sur de l'exploitation. Et donc, il va falloir être également très vigilant sur des ressources qui pourraient être versées au fonds de dotation, mais qui elles-mêmes pourraient provenir de fonds publics. Donc, attention aussi, par effet de ricochet, on ne peut pas percevoir d'aide publique sous quelque forme que ce soit.
même en termes de mise à disposition de biens. Une mairie qui voudrait libérer un lieu pour un fonds de dotation, on ne pourrait pas le recevoir. Donc, certaines collectivités, vous le verrez, ont créé des fonds de dotation, mais tout ça dans un objectif un peu particulier, c'est de confier à un fonds de dotation l'entretien ou la rénovation d'un bien qu'ils détenaient, mais en aucun cas, ils ne versent de subvention. Ça va être le bien qui va être affecté au fonds de dotation, mais il n'y aura pas de subvention à caractère public. Donc là aussi, toujours, ayez le même réflexe. Si l'activité, si la gestion du fonds n'est pas conforme au texte, n'est pas conforme à la nature des statuts, cela va constituer un dysfonctionnement qui peut être considéré comme grave par le préfet et suspendre l'activité du fonds, voire un petit peu plus si le dysfonctionnement est considéré comme grave. Donc, une règle d'or, ne pas recevoir de fonds publics, quels qu'ils soient, sous quelque forme que ce soit, et même de manière détournée ou sous forme de mise à disposition. Ça, c'est la règle. Autre cas pratique. Donc, Isabelle, si tu veux passer. Je suis passée. Donc, moi, je suis toujours. Voilà, ainsi. Alors, un fonds de dotation, alors qui ne fait pas appel à la générosité du public, hein, ça, on vous en a parlé, c'est important puisque l'appel à la générosité du public font partie des ressources. D'ailleurs, hein, il faut le prévoir également dans les statuts, puisque dans les statuts, on va libeller toutes les formes de ressources que l'on pourra détenir et ne jamais oublier qu'un fonds de dotation peut recevoir des ressources qui est issu de la générosité du public, mais encore faut-il le prévoir dans les ressources du fonds. Donc, un fonds de dotation obtient un don pour le financement d'une future dépense qui sera réalisé par son fondateur. Quelques mois après, ce don est reversé à l'association. Alors, est-ce que ce transfert entraîne la revue du caractère non consomptible du fonds de dotation? Donc, la règle, ça vous a été dit, on vous la reprécise, un fonds de dotation à dotation non consomptible qui ne fait pas appel à la générosité du public ne peut pas redistribuer les fonds qu'il reçoit. Les dons qu'il va recevoir vont être ajoutés à la dotation initiale, ça sera comptabilisé dans un compte de dotation complémentaire, et elle va suivre le même caractère que la dotation du fonds, c'est-à-dire, au cas d'espèce, une dotation non consomptible. Donc, elle ne pourra pas redistribuer cet argent. Pour que la dotation soit consomptible, donc il convient que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital puisse être consommée. Ça, c'est la règle de base également, et donner toutes les formes de consommation de sa dotation. Alors, en l'espèce, comment on peut avoir des ressources qui ne soient pas intégrées à la dotation? Eh bien, c'est quand le fonds de dotation fait appel à la générosité du public. Donc, avant toute chose, il faudra obtenir la déclaration en préfecture et donc avoir ouvert une campagne à l'appel à la générosité du public. L'intégralité des sommes qui vont être collectées, dans ce cas, vont alimenter les ressources du fonds, donc dans le compte de résultat et non pas en complément de la dotation initiale. Alors, il y a également une possibilité d'extraire ces ressources pour ne pas les inscrire dans un compte de résultat, mais là aussi, c'est une dérogation et il faudra que ce point soit bien revu dans les décisions du fonds de dotation. Donc, la règle, c'est que les ressources qu'on peut recevoir dans le cadre de legs, de dons pour des dotations vont constituer un complément de dotation. Tout ce qui appelle à la générosité du public vont constituer des ressources complémentaires au fonds de dotation, donc à inscrire dans le compte de résultat. Donc, si malgré tout le fonds procède à son reversement, donc là on pourrait considérer que la dotation devient consomptible, et donc la différence
fondamentale d'un point de vue fiscal, c'est que les fonds de dotation à caractère non consomptible sont exonérés de tout impôt. On va le voir dans les cas suivants, alors que les fonds de dotation à une dotation consomptible peuvent être soumis, dans certains cas, aux impôts commerciaux. Donc, alors justement, par rapport aux impôts, un fonds de dotation dont la dotation est consomptible réalise un excédent de 10 000 € lié au revenu de son patrimoine financier. Il s'interroge sur ce qu'il a à faire, car selon lui, il n'a rien à déclarer. Alors, là aussi, c'est ce que je viens de dire, hein, il y a une différence fondamentale entre les dotations, les fonds de dotation non consomptibles, comme on le voit en bas de la diapositive, qui ne subissent aucune fiscalité, et les fonds à dotation consomptible, qui, eux, sont soumis au régime de droit commun pour les organismes sans but lucratif, concernant leurs revenus de patrimoine, les revenus fonciers, les revenus agricoles, en fait, par catégorie de revenus. Donc, une imposition par catégorie. Donc, on applique le même régime que les organismes sans but lucratif. Donc, on est sur un format qui relève des instructions fiscales. On vous a mis les textes en référence qui précisent toutes les conditions par rapport aux impôts. Il faudra également déclarer ces impôts sur les déclarations annuelles pour les fonds de dotation, les 2070 et 2065. Donc, on voit que la fiscalité des fonds de dotation peuvent aussi relever des impôts commerciaux s'il y a une activité commerciale. Justement, en termes d'activité à caractère lucrative, Isabelle. Alors justement, tu me fais une bonne introduction. Donc l'activité lucrative prépondérante. Donc là, on avait un fonds de dotation qui réalise une activité événementielle et qui s'interroge du coup sur cette activité qui devient pour lui prépondérante. Alors déjà, la question que toute personne peut se poser, c'est je suis surprise d'avoir une activité événementielle dans un fonds de dotation, puisqu'on a parlé de dons d'intérêt général, de legs et autres. Là, pour le coup, précision importante, le fonds de dotation peut avoir une activité lucrative à condition qu'elle ne devient pas prépondérante. Vous savez tous, je pense que la notion de prépondérance en matière de fiscalité est importante. Donc, si l'activité lucrative devenait prépondérante, malheureusement, ça remettrait en question le fonds de dotation en tant que tel, hein, puisque un fonds de dotation ne doit pas avoir cette notion de lucrativité et cette activité principale. Alors, si par contre vous avez une activité qui est lucrative mais qui est accessoire, vous avez la franchise d'impôt que vous connaissez peut-être et qui change tous les ans, hein, suivant la loi de finances. Vous avez donc 73 518 € pour l'année 2022. Donc là, c'est la franchise d'impôt par rapport à ces recettes liées à l'activité accessoire que vous pourriez avoir dans un secteur d'activité distinct, mais à l'intérieur du fonds de dotation. Donc oui, c'est possible, mais à vigilance sur cette notion d'importance et d'activité prépondérante. Bien sûr, si vous aviez, donc je l'ai dit, hein, une activité lucrative prépondérante, ça remettrait en question le fonds de dotation sur le plan juridique et sur le plan administratif également. Et puis le risque fiscal, comme on le sait tous, hein, si vous avez une activité lucrative et que vous ne payez pas les impôts commerciaux, il y a un risque de redressement sur ce fonds de dotation. Voilà ce que je pouvais dire, mais vigilance, puisqu'on a toujours tendance, et on le voit, et on voit même dans certaines publications de fonds de dotation, lors de la publication de comptes, qu'il y a une notion de fonds de dotation qui est mélangée un petit peu, qui est confondue avec la notion d'association. Il faut bien faire la part des choses, un fonds de dotation n'est pas une association. Donc aussi, attention au vocabulaire qui est utilisé dans le cadre du fonds de dotation. Pardon. Là aussi, on peut dire deux mots sur le format de rescrit, puisque à partir du moment où on considère que le fonds de dotation a été autorisé par la préfecture, on ne se pose plus la question de dire on n'est pas concerné par les impôts commerciaux, on est éligible sur la délivrance de reçus fiscaux, Isabelle, hein, donc il faut faire attention également à ça. Par rapport à l'activité du fonds de dotation, on voit qu'on peut être touché par de la fiscalité. Donc, rien n'empêche un fonds de dotation
à faire des rescrits fiscaux sur justement son caractère lucratif ou non. Donc ça aussi, c'est à préparer en amont. Alors le rescrit fiscal n'est pas obligatoire, hein, mais par contre, si un fonds de dotation se lance dans un rescrit, il faut bien positionner, bien recadrer les activités par rapport aussi au statut, hein, qu'on prévoit vraiment tout, parce que l'administration fiscale va regarder tous ces points, l'organisation, la gestion même du fonds de dotation et son adéquation avec les statuts. Hein, c'était une petite parenthèse, mais elle est importante. Un fonds de dotation n'est pas exonéré de tout parce qu'il s'appelle fonds de dotation. Merci pour ce complément d'information, Christian. Et puis, on a également les reçus fiscaux. Donc là, une notion très importante aujourd'hui, et je pense qu'il faut être tous sensibilisés par rapport au suivi des reçus. Bien sûr, un fonds de dotation, puisqu'il est d'intérêt général, il peut, et comme il reçoit des dons, il peut délivrer des reçus fiscaux à des entreprises ou à des particuliers, bien entendu, qui souhaitent verser des dons. Donc là, le cas pratique, c'était un fonds de dotation qui délivre des reçus fiscaux à des entreprises qui souhaitent obtenir la réduction mécénat. Ce fonds en question, hein, bien sûr, c'est un cas pratique, ne réclamait pas les pièces justificatives et ne déclarait pas les dons. Alors là, une très grande vigilance sur ce point-là et qui sera suivie ensuite par une présentation de Christian sur les dons qui proviennent de l'étranger également. Il y a de nouvelles obligations déclaratives qui s'imposent également aux fonds de dotation. Puisqu'il y a un article du Code général des impôts, le 222 bis, qui prévoit en fait vraiment un suivi particulier et des attestations ou tout autre document, hein, bien sûr, qui permettrait de justifier que le donateur donc a droit à cette réduction d'impôt avec les articles qu'on connaît, 200 et 238 bis du Code général des impôts. Donc là, des points de précision, mais très importants pour les fonds de dotation, puisqu'on peut avoir tendance à se dire un fonds de dotation peut recevoir des dons, donc je n'ai pas forcément besoin de formaliser les choses. Pas du tout. Donc les textes ont prévu, donc, à partir de janvier 2022, que les entreprises donatrices qui souhaitent obtenir la réduction mécénat doivent fournir au fonds de dotation un certain nombre de pièces juridiques et justificatives du versement effectué pour pouvoir obtenir le reçu fiscal. Alors, je le précise, mais j'ai eu le cas récemment, un reçu fiscal doit être délivré uniquement lorsque le fonds de dotation reçoit la somme. On n'anticipe pas, en fait, le versement à un fonds de dotation. Ensuite, le fonds de dotation doit, comme le secteur associatif hein, dans son ensemble, doit déclarer chaque année maintenant le montant global des dons et puis le nombre de documents, donc le nombre de reçus fiscaux qui a été délivré au cours de l'exercice. Donc là, vous avez la déclaration 2070, donc la déclaration nécessaire pour les revenus des structures non lucratives. Vous devez inscrire, vous avez maintenant deux cases à remplir en relative à ces dons et ces reçus. Et puis, il y a une tolérance en 2022 au titre des dons qui ont été versés en 2021. Vous devez déclarer jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez encore quelques jours à vous en occuper. Vous devez, pour les dons aux particuliers, inscrire, en fait, déclarer ce nombre de reçus et ce montant sur cette déclaration. Donc, si vous n'avez pas respecté ces obligations hein, qui deviennent maintenant de plus en plus importantes aux yeux de l'administration fiscale, vous risquez d'avoir une amende pour délivrance abusive de reçus fiscaux. Et puis, bien sûr, d'avoir un risque de vérification de la comptabilité, même si on est en fonds de dotation. L'administration fiscale est tout à fait à même de venir faire un contrôle à la fois de votre comptabilité et du suivi de ces dons. Donc, vigilance par rapport à ce point cité. Oui, avec toutes les formes nécessaires hein, sur le suivi des dons, la chronologie de la délivrance de dons, hein, les modèles qui sont émis par l'administration via les CERFA. Donc, on a un renforcement des obligations en termes de suivi et de transmission à l'administration des éléments qui ont
fait que le fonds de dotation a émis des reçus fiscaux, donc ça c'est très important. Et aussi l'administration fiscale, il y a aussi un changement, c'est qu'avant à regarder, elle pouvait faire des contrôles de forme hein, sur la délivrance des reçus, le format, les informations indiquées. Maintenant, elle va s'attacher aussi sur le fond, hein, pour savoir si le fonds de dotation est apte à délivrer les reçus fiscaux. On parlait tout à l'heure d'activités commerciales ou autres, ou d'activités qui ne rentreraient pas dans un format de délivrance de reçus fiscaux. Là, attention aussi, vigilance et aussi possibilité de rescrit, là, pas en termes généraux, mais uniquement sur le mécénat, donc la capacité à délivrer les reçus fiscaux. Donc, un renforcement du contrôle de l'administration très important à venir. Et donc une vraie organisation à avoir en interne, hein, puisque pour les fonds de dotation qui reçoivent un certain nombre de dons, c'est vrai que on va même vers des logiciels spécifiques hein, qui permettent, des plateformes qui permettent justement de suivre plus simplement ces reçus. Et cette organisation devient de plus en plus complexe et lourde hein, pour les structures. Voilà, donc une organisation à ne pas négliger, puisqu'on peut avoir des formats de délivrance de reçus fiscaux qui viennent de différentes sources, hein, soit en interne sur le fonds de dotation qui émet lui-même ses reçus, mais aussi de plateformes, comme vient de le dire Isabelle. Donc il faudra avoir toutes ces informations à disposition et les commissaires aux comptes vont être vigilants par rapport aussi à ces process de contrôle interne. Et demain, à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023, une nouvelle obligation pour les associations. Alors là, on est dans le cadre des fonds de dotation, mais lorsqu'un fonds de dotation va percevoir des ressources ou des avantages en provenance de l'étranger, ils vont être soumis éventuellement à l'établissement de ce qu'on appelle un EAR, hein, un État des avantages et de ressources issus de l'étranger. Sont concernés donc les fonds de dotation bénéficiaires de dons. Alors là, on va avoir un spectre très large, hein, des personnes physiques ou morales, ouvrant droit pour le donateur à un avantage fiscal pour un montant global supérieur à 153 000 euros par an. C'est un cumul, hein. On peut avoir plusieurs dons inférieurs à 153 000, mais lorsque ce seuil va être dépassé, le fonds de dotation devra établir un EAR. Donc cet état séparé des avantages va être intégré dans l'annexe aux comptes annuels. Et ça, c'est important puisque qui dit intégration dans les comptes annuels dit aussi contrôle des commissaires aux comptes et publication sur les sites comme on va le voir. Et donc là, on parle de tout type d'avantages et de ressources, alors que ce soit en numéraire ou en nature qui vont être consentis et en provenance de l'étranger. Et ça, reçu de manière directe ou indirecte, et c'est là où il va falloir une véritable organisation des structures pour identifier l'origine des fonds. Je vois qu'on a beaucoup de questions, mais on fera un petit point après. Donc, le fonds de dotation devra s'organiser et parfois interroger les donateurs pour savoir si l'origine des fonds proviennent de l'étranger. Je vais prendre un exemple pour illustrer le propos. Un fonds de dotation a son siège social dans un local qui est mis à disposition de manière gratuite. La personne physique a son domicile fiscal à l'étranger. Si le montant est supérieur à 153 000 euros ou l'ensemble des ressources qui sont mises à disposition du fonds de dotation dépasse 153 000 euros, eh bien, le fonds de dotation devra établir cet état des avantages et ressources reçus de l'étranger. Donc là aussi, une organisation, je dirais presque qu'il peut être de pair avec l'appel à la générosité du public. Il faudra tracer maintenant l'origine des fonds. Et là aussi, si des petits malins pourraient se dire bah, je ne vais pas déclarer et donc des avantages, même s'ils sont issus de ressources étrangères, donc je rappelle que les contributions volontaires en nature doivent être intégrées dans les comptes et être produits dans les comptes annuels indiqués en annexe comptable, donc ça n'exonère pas le fait d'établir cet état, même si on ne délivre pas de reçu fiscal, c'est une obligation complémentaire.
Et là aussi, une sanction, une amende de 3 750 € pourra être également portée jusqu'au quart de la somme des avantages et ressources reçues et non inscrites dans cet état. Donc, on voit là que l'administration fiscale est dans un schéma de contrôle de tout ce qui est ressources, que ce soit de la générosité du public, de la générosité, de la philanthropie en France, mais aussi sur les fonds étrangers. Ce qui n'empêche pas également de faire des procédures TRACFIN lorsque cela est nécessaire. Ça, c'est encore une autre obligation qui doit être faite par l'association et ses partenaires, les banquiers, principalement. Et Alors, attention, je me permets juste une précision, oui, attention, hein, c'est vraiment nominatif, donc il faut vraiment qu'il y ait un détail. C'est pas je déclare une globalité d'avantages et de ressources. Il faudra avoir un document qui précise en fait la nature et l'origine des fonds. Donc par situation, hein. C'est pas comme tout ouais. à l'heure, on ne déclare pas un montant de reçus et le nombre de reçus émis, hein. Ouais, merci pour ces précisions. Le tableau, enfin, on va communiquer sur ce tableau, mais c'est par état, de manière chronologique. Donc là aussi, il y a un suivi très, très, très strict de l'origine et de la comptabilisation de ces ressources, hein. Donc, l'état est un état détaillé par état, reçu de manière directe ou indirecte, sous quelle forme, en numéraire, en avantage. Donc, vraiment presque un process de contrôle interne et peut-être parfois pour les grosses structures, un service dédié justement pour pouvoir gérer ces fonds issus de l'étranger. Donc là, on voit quand même qu'on a un contrôle à la fois de l'administration fiscale, mais aussi en termes de transparence par rapport à la publication des comptes d'un fonds de dotation. Là, on a souvent des questions pour savoir si le fonds de dotation qui établit ses comptes normalement doit les publier et à quel endroit. Donc, c'est le préfet qui suit le fonds de dotation, qui s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds. Alors, on voit très régulièrement maintenant que des fonds qui n'avaient pas déposé leur compte ou leur rapport d'activité se font relancer systématiquement par les préfets, hein, puisque c'est le préfet qui doit veiller à cette obligation de communication. Et il y a eu un renforcement justement par rapport au délai. C'est maintenant dans les 6 mois de la clôture de son exercice, hein. Donc, le fonds devra communiquer au préfet son rapport d'activité, comptes annuels et rapport du CAC. Un rapport sur les comptes annuels, hein, puisque un fonds de dotation n'a pas besoin de faire certifier les conventions réglementées, sauf s'il le souhaite et qu'il le prévoit dans ses statuts. Donc, le fonds de dotation doit également publier ses comptes annuels, comme tout organisme sans but lucratif, sur le site de la DILA. Donc, la DILA, c'est le journal officiel en fait, des associations, des fondations. Et là, il n'est pas obligatoire de publier le rapport du commissaire aux comptes. Alors, là aussi, hein, si le fonds de dotation ne fait pas ses obligations de dépôt dans les 6 mois, ça peut être jugé comme un dysfonctionnement grave par le préfet, et donc toujours la même logique, suspension de l'activité du fonds et pour permettre une régularisation éventuelle. Et si vraiment il y a, je dirais, volonté de ne pas procéder au dépôt, saisine du tribunal judiciaire qui pourrait aller jusqu'à prononcer la dissolution du fonds. Donc, veillez bien à ces nouvelles obligations. Avant, il n'y avait pas de délai, maintenant, c'est 6 mois à la clôture. Donc, tout ça, ça doit être bien positionné. Et n'oubliez pas que les rapports d'activité doivent être aussi conformes par rapport au statut, aux activités du fonds, justement pour avoir cette cohérence. Et donc, comme tout défaut de respect des obligations inhérents aux exigences de transparence des fonds, le défaut d'établissement des comptes dans les conditions prévues par la loi est sanctionné d'une amende de 9 000 €. Donc toujours cette même logique, un fonds de dotation doit rendre des comptes et de son activité.
Et c'est bien les 2 actions, hein, puisqu'il y a beaucoup de fonds de dotation qui publient leurs comptes, mais qui ne pensent pas forcément à la préfecture. Donc là, c'est une particularité spécifique aux fonds de dotation. Et attention également pour les fonds de dotation qui n'auraient pas forcément eu beaucoup d'activités sur l'année en question. Même si vous n'avez pas eu d'activité particulière, vous avez l'obligation d'informer en fait le préfet et de respecter en fait l'envoi du rapport d'activité également. Précision importante puisque au démarrage des fonds de dotation, vous n'avez pas forcément beaucoup d'activités et vous vous dites, oh, bah, peut-être que j'ai peut-être pas besoin de l'envoyer, mais si, c'est une obligation. Oui, un point, Isabelle, tu me fais penser sur le schéma où on a souvent des questions aussi. Un fonds de dotation qui n'aurait pas d'activité, mais qui aurait fait sa dotation normalement. Un fonds de dotation peut très bien une année ne pas réaliser ou 2 années ne pas réaliser d'activité. C'est pas pour autant qu'il va être dissous ou la préfecture va demander sa dissolution. Par contre, il faut bien le gérer au niveau juridique, au niveau des assemblées, au niveau des rapports de gestion, pour expliquer pourquoi le fonds de dotation n'a pas initié d'action, hein, et n'a pas eu d'activité. Parce que c'est pas pour autant que le fonds va disparaître par rapport à Covid ou autre, où des actions ont pu être décalées ou annulées purement et simplement. Mais le fonds existe, c'est comme une société en sommeil. Il doit produire ses comptes, il doit se soumettre à ses obligations d'arrêter de compte, pas pour autant qu'il ne vit pas, qu'il ne peut pas ne pas reprendre une activité par la suite. C'est des questions qu'on peut avoir aussi assez souvent de dire, j'ai pas eu d'activité, donc mon fonds n'existe plus. Alors justement, en parlant de questions, je pense qu'on a tous plein de questions, on aurait pu en rajouter plusieurs, mais comme là, on est arrivé à la question-réponse, donc je vous propose peut-être qu'on échange sur vos différentes questions. Christian, je vais te demander peut-être de lire les questions, parce que j'ai Ouais, ou le support. Laurent, parce que là, Oui, bonjour, bonjour ouais, Christian, bonjour. Je vais simplement reprendre, Isabelle, les questions, parce que je vais essayer de les regrouper, il y en a ouais, quand même merci. pas mal. Donc peut-être, il y a plusieurs points qui concernent la dotation initiale. Donc je vous pose les questions, pas forcément dans l'ordre, hein, mais regroupées. Des questions qui vont alors du plus simple, est-ce que la dotation initiale de 15 000 € doit être déposée sur un compte de séquestre, du coup, pour sécuriser ou pas ce Non, ça, versement? c'est pas une Alors, obligation. c'est pas une obligation. Il y a certaines associations qui le font comme ça, elles sont sûres de pas, de pas utiliser la dotation en question. Mais voilà, sachez qu'il n'y a pas du tout d'obligation sur ce point-là. D'accord. Une seconde question, du coup, pour un fonds de dotation qui aurait été créé avant la loi ESS, a-t-il l'obligation de régulariser et de, du coup, déposer, de mettre une dotation de 15 000 €? Alors, non, hein, puisque il n'y a pas de gestion rétroactive, hein. Les fonds de dotation qui étaient créés n'avaient pas une obligation de dépôt minimum. On n'a pas à régulariser le fonds. Par contre, je vous invite à le mettre en annexe des comptes. Ça permet en termes de transparence, de montrer que vous étiez avant la nouvelle réglementation. Très bien. Toujours concernant la dotation, alors sur un autre cas, dans le cas où un fondateur verse une dotation initiale, on va dire non consomptible, et verse par après, sur les années suivantes, d'autres versements, peuvent-ils être considérés comme consomptibles? Alors, on ne peut pas avoir un fonds non consomptible et un fonds consomptible, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, s'il y a des nouveaux versements, vous pouvez effectivement le mettre en dotation complémentaire. Il faut savoir que, par contre, vous pouvez changer la nature de votre fonds. Un fonds non consomptible peut devenir par la suite fonds consomptible. Après, voilà, tout dépend aussi de l'objet et de l'intérêt général que vous souhaitez suivre. Très bien. Une des premières questions, assez intéressantes, savoir si un fonds, redistributeur, finalement ne peut axer ses reversements que pour une seule et unique association. Je pense que là, ce qui est cité, c'est le cas d'une association qui crée un fonds de dotation, et qui ne fait des reversements qu'à la structure fondatrice. Alors, c'est pas interdit par la loi, hein, puisque à partir du moment où l'association va elle-même exercer l'activité, va entrer dans le cadre de l'activité du fonds, c'est pas interdit. Moi, ce que je vous invite quand même par, je
dirais par précaution et par fonctionnement du fonds de dotation, c'est qu'il y ait quand même l'ouverture sur peut-être d'autres structures que l'association qui va être fondatrice. En fait, je pense qu'il y a eu un apport partiel ou un apport de libéralité sur le fonds pour créer le fonds. Un fonds, c'est une vocation un petit peu large, pas forcément unitaire. Bon, c'est pas interdit, mais moi, je conseille qu'il y ait plusieurs axes et au moins des commissions pour retenir l'association qui réalisera l'activité. Merci Christian. Alors, une question qui du coup revient sur l'AGP, savoir si du coup un fonds un fonds de dotation peut recevoir des dons, même en dehors des moments où il fait un dépôt en préfecture pour se déclarer AGP, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il peut quand même recevoir des dons en dehors de ce format AGP? Alors Oui, oui, alors ouais. pardon. Vas-y, Christian. Oui, on l'a pas évoqué, mais bien entendu, un fonds peut recevoir des libéralités, même en dehors d'un appel à la générosité, hein. Ça peut être aussi par rapport à un cercle de connaissances, hein. Donc, il y a une notion un peu particulière qui est en train de se dessiner avec un schéma de cercle de connaissances. Par contre, comme ce ne sera pas considéré comme des fonds issus de la générosité du public, d'un appel à la générosité du public, généralement, ces ressources seront comptabilisées en complément de la dotation. Alors là aussi, comme on l'a vu pour l'AGP, les ressources issues de l'AGP sont théoriquement intégrées dans le compte de résultat, dans les comptes 7, mais par dérogation pourraient être considérées par le fonds comme des compléments de dotation. Là aussi, dans le cadre de libéralité reçue d'un cercle de connaissances, on pourrait considérer que ça viendrait dans les ressources du fonds, notamment sur des libéralités sur des personnes qu'on ne connaîtrait pas, même si ça ne fait pas appel à la générosité. Mais cadrez-le bien au niveau des statuts tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on disait avec Isabelle, prévoyez dans les ressources reçues du fonds toutes les natures de ressources qui peuvent être intégrées et comment on les traite. Très Donc oui, on bien. peut le voir en dehors d'un appel à la générosité, bien entendu. Alors, je vois des questions très techniques qui arrivent. Alors, je vais peut-être pas faire les très techniques tout de suite. Est-ce que, du coup, un fonds de dotation a quelque part un plafond en termes de frais de fonctionnement? La question est peut-être de dire, voilà, est-ce qu'on a légalement un plafond, exemple 15% qui serait imposé sur les frais de fonctionnement? Alors, je dirais le seul plafond, c'est de ne pas consommer sa dotation ou les revenus qui sont alloués à la réalisation des activités. Non, il y a pas de plafond sur les ressources. Sur les dépenses, bien évidemment, on va être soumis à la législation sur tout ce qui touche à la transparence d'utilisation des fonds dans les structures, dans les organismes à but non lucratif. Si c'est pour embaucher quelqu'un de son cercle familial et consommer la dotation, je pense que faut peut-être réfléchir sur le format, même sans parler de plafond, sur la nature même des dépenses qui pourraient être engagées au sein du fonds de dotation. Ça aussi, c'est un risque. Tenter de donner de l'argent sur une structure et l'utiliser, bon, ça peut être aussi un format que l'on voit, hein, qu'on déconseille forcément. Mais il n'y a pas de. Il ne faut pas consommer la dotation et réaliser les actions. Voilà. D'accord. Mais Un là, cas, alors là, oui. faudrait aller beaucoup plus dans le détail, hein. Je suis désolé de faire une Oui, réponse oui, je aussi, regarde les 5 minutes là avec toutes les questions qui arrivent, mais il y en a une qui est quand même très importante. Est-ce qu'un fonds de dotation peut financer une association fiscalisée? Isabelle, Alors, je vais dire non. Une association fiscalisée, du coup, après, attention à la notion d'intérêt général. On le disait tout à l'heure, l'objectif, hein, c'est que ça soit pas, le fonds de dotation soit pas un montage qui permettrait d'émettre des reçus fiscaux et que le fondateur soit, par exemple, une association fiscalisée. Donc, voilà, la notion d'intérêt général, bien précisée dans les statuts également, pour éviter toute remise en question fiscale et juridique pour le coup.
Et donc, si je résume, en fait, juridiquement, c'est possible, mais fiscalement, ça remettra en cause C'est- complètement le mécanisme du mécénat pour l'ensemble du fonds de dotation. Voilà, C'est C'est bien ça. c'est ça. ça. C'est ça. Et En fait, l'émission des reçus. imaginez, on fait un versement sur le fonds de dotation, il va délivrer un reçu fiscal, et cette somme d'argent, en fait, va sur une association fiscalisée, donc qui n'aurait pas pu émettre de reçu fiscal. Donc, on utilise le fonds comme un intermédiaire, donc ça, c'est pas possible, pas de délivrance de reçu fiscal derrière. Donc, pas d'intérêt à réaliser ce type d'opération. D'accord. Bah, du coup, une question qui va aussi dans le même sens, est-ce qu'un fonds de dotation peut réaliser un versement auprès d'un autre fonds de dotation? Alors, c'est pas interdit. Enfin, je ne pense pas que ça soit interdit. On peut même verser sur des fondations qui sont abritées par une fondation. À partir du moment où l'argent est utilisé conformément à de l'intérêt général et par rapport aux activités du fonds, je ne vois pas de contrainte particulière. Sauf peut-être la même condition que l'intérêt général de la question précédente. Pareil, si c'est un fonds de Tout à dotation. fait. Voilà. A priori, on va considérer que le fonds de dotation est d'intérêt général, hein, puisque sinon il n'aurait pas pu être créé. Si ce fonds de dotation ne se comporte pas avec un intérêt général, ben là, effectivement, on se reposera la même question que se posait tout à l'heure. En fait, il faut D'ac- faire très vigilant par rapport au flux que vous faites. Effectivement, là, il n'y a pas de test qui vient contredire ça. Après, la notion qu'on n'a peut-être pas forcément mis en avant aussi dans notre présentation, c'est que s'il y a une association qui transfère, par exemple, un immeuble, le fonds de dotation ne peut pas se dire dans 2 ans, je le retransfère à l'association, hein. C'est définitif. Donc, ça peut être aussi les flux dans les deux sens, être vigilant. Merci beaucoup. Une question, je pense assez simple. Est-ce qu'un fonds de dotation peut être créé par un seul fondateur? Alors, ça peut être un fondateur, tout à fait. Ça peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé. Donc, pas de limite sur une seule personne qui constitue. C'est Et bien ça. d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, hein, beaucoup de structures seules réalisent en fait un fonds de dotation. Je vois dans le cas du secteur médico-social, par exemple, on voit de plus en plus un fondateur qui se crée lui-même son fonds de dotation avec une ouverture possible pour d'autres associations qui souhaiteraient venir les rejoindre. Personne physique ou personne morale, rien n'interdit à une entreprise de créer son fonds de dotation, hein. Comme rien n'interdit à une entreprise de créer euh, une, une fondation d'entreprise. Le fonds de dotation c'est la même règle. Très bien. Alors, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Je pense qu'on pourra en prendre que deux. Un renvoi, éventuellement, j'inviterai les personnes à nous poser des questions par mail, parce qu'on ne pourra pas répondre à tout. Il y en a une qui est assez technique, mais qui est intéressante. Est-ce qu'un fonds de dotation peut bénéficier des exonérations des revenus de SCI, réponse Bogit, comme dans le cadre d'une association? Tu peux nous la refaire au ralenti, là, Laurent, s'il te plaît? La réponse Bogit qui permet du coup de ne pas imposer les revenus de SCI dits transparents dans Oui, une association, peut-il s'appliquer à un fonds de dotation? à partir du moment où on a un fonds de dotation non consomptif, oui, je vois Je pas de dirais, contrainte particulière. a priori, je dirais la même chose que pour l'association, donc oui, C'est ça peut ça. s'appliquer. C'est ça. Donc du coup, là, 2 questions et après je pense qu'on sera obligé de s'arrêter là. Sur des réceptions d'un legs, alors là, c'est des cas toujours un peu plus complexes, hein. Réception d'un leg, est-ce que, on peut le revendre, le reverser à une autre, association? Enfin voilà, quelles contraintes juridiques dans ces cadres-là? Ah, là, il faudrait revoir un peu l'acte, Laurent, s'il y a des Mmh, conditions associées au legs. Oui. Parce que si on l'intègre, le legs, dans la dotation, mmh. là, pour le coup, ça ne serait pas le legs qu'on reverserait. Par contre, ça peut être quelque chose, un legs fléché sur une des activités du fonds de dotation avec un traitement peut-être comptable un peu particulier et adapté. Là, Je je pense que là, pense il y a une qu'il lecture de faut. l'acte nécessaire pour Ouais, vraiment répondre à la question. Et il si y a beaucoup l'acte de ne questions. prévoit pas de, voilà, de points particuliers, après, il y a une liberté du fonds de dotation de C'est juger dans ça. ses actions ce qu'il en fait. Mais C'est ça. Si c'est pas fléché, bon là, ça rentre comme un complément, une ressource complémentaire du fonds.
Très bien, bah, du coup, comme je vois l'heure et puis qu'on essaie de respecter le temps, parce qu'après les gens partent, peut-être deux remarques. Première, il y a une question vers la fin sur pourriez-vous donner une définition de l'intérêt général? Donc là, on va vous renvoyer sur le site, puisque l'intérêt Ok, général, en oui. plus, c'est quand même relativement complexe à tout retraiter, quelles sont les différentes conditions. Donc dans le site, vous aurez tous les éléments, et je vois que Solène a fait un lien à la fois sur le fonds de dotation, et vous trouverez vraiment tous les éléments. Pour les autres cas, effectivement, bah, n'hésitez pas éventuellement à revenir vers nous. Voilà, je vois que les gens partent maintenant. Et dernier point, donc le replay complet ainsi que l'accès du coup à nos deux documents, un qui est sur la présentation du fonds de dotation et puis l'autre qui revient justement sur ces points clés, ces questions clés, sont disponibles. Donc là, vous avez effectivement sur ces slides les différents points. Si allez sur le site et vous tapez fonds de dotation dans la recherche, vous trouverez l'ensemble de ces éléments-là. Donc, il y a quand même beaucoup de réponses que vous trouverez à travers ces éléments. Voilà, ben, merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Bah, merci. Voilà. Isabelle. Est-ce que vous Merci voulez à vous. ajouter un dernier point, Oui, peut-être? oui, oui, peut-être Dernier parler du webinaire? planning de nos webinaires, puisque on est dans un format de cycle pour apporter de l'information à nos clients. Le prochain, et bon, Laurent, je te remercie de tes interventions. Ça sera toi qui seras en charge de l'animation du prochain webinaire, le 7 février 23, sur l'actualité du secteur. Donc là, c'est un webinaire très important, voilà, qui rappellera des points essentiels. Les bonnes pratiques du juridique, vous l'avez vu, c'est essentiel dans toute structure associative, puisque ce sont les statuts et notamment l'organisation juridique qui va conditionner les fonctionnements. Et puis, j'interviendrai sur l'appel à la générosité du public. On voit les formats différents que peuvent prendre le traitement de ces ressources. Et puis, n'oubliez pas, hein, tous les replays sur le site de l'Essentiel. Connectez-vous, abonnez-vous à notre site pour avoir toutes les informations et toute la documentation que vous pouvez avoir et poser éventuellement des questions sur le site. Voilà, écoutez, merci de votre écoute. Merci Merci. Isabelle. Merci à tous. Et puis à Et la n'hésitez régie pas. également. Allez, bonne journée en tout cas. Au revoir. Au revoir.